Bien, chers amis, on va gentiment démarrer, même si on n'a pas respecté tout à fait le quart d'heure Tourangeau, on a respecté les 5 minutes Tourangelle. Et puis, merci beaucoup à la bibliothèque universitaire et à son personnel et de nous accueillir et d'avoir surtout plus encore matériellement installé le lieu de cette manière extrêmement agréable et extrêmement efficace pour une lecture autant qu'une rencontre. On est amplifié, ce qui ne sera peut-être pas le cas pendant toute la rencontre, parce que je crois que pour les lectures, ce n'est pas forcément le souhait global, parce que ça voilà. Qu'est-ce que je dois dire? Je remercie bien sûr, outre le SCD, la BU, l'UFR, la faculté de lettres et langues, qui nous soutient aussi dans ces différents projets. Et donc c'est un très grand plaisir, un très grand honneur pour nous tous et nous toutes d'accueillir deux homonymes. Ça fait, vous l'avez cherché en même temps. Quand tu me dis est-ce que je peux faire une lecture à deux voix avec Karine, bon, okay. C'est pas comme ça qu'on va continuer, qu'on va lever les ambiguïtés quand même. Mais deux homonymes unrelated, sauf par l'amour des mots qui compte beaucoup. Steven, donc que je ne présenterai pas, mais qui est quand même, on va le présenter en deux phrases, un de nos collègues long-standing, on va dire comme ça, et également, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, très grand poète de langue anglaise, dont la dernière parution est cet ouvrage, Le fauteuil jaune, aux éditions Le Bruit du Temps, c'est sorti à l'automne dernier, ou alors, entre l'été et l'automne dernier, avec une traduction à 4 mains de Gilles Ortlieb et d'Antoine Jacotet. Et tout ça étant fait, je crois, en grande camaraderie, et on aura certainement l'occasion d'en parler. Le livre, d'ailleurs, est disponible dans les librairies de Tours, et il me semble avoir compris que Steven avait ramené 2 exemplaires. Donc il n'y en aura pas pour tout le monde, pour celles et ceux qui voudraient l'acheter sans avoir à attendre. Voilà, ça c'est le mien, il n'est pas avant. Mais ils sont là-bas. Voilà, donc on est réunis à l'occasion aussi, c'est dans le cadre du Printemps des Poètes. Donc je rappelle que le thème de cette année, je pense que le Printemps des Poètes, on est un peu dans les dernières journées des rencontres un peu sur la région et sur la ville et dans l'université. Le Printemps des Poètes cette année a pour thème l'éphémère, et on va procéder de la sorte. Il va y avoir d'abord un temps de lecture à 2 voix pour le coup, si j'ai bien suivi, mais si vous avez changé d'avis entre temps, je m'adapte. Mon métier, c'est l'improvisation permanente, ça ne me gêne pas. Ensuite, un petit temps de questions, conversation, avant de clore par un deuxième temps de lecture à bilingue, et donc à 2 voix. Donc, voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal, ça permet aux derniers de s'installer. Et je signale d'ailleurs, et c'est aussi pour ça qu'on est amplifié, et je le dis très fort, qu'on est dans l'espace collectif. Ça veut dire que, bien sûr, même si vous n'êtes pas assis dans les chaises, vous avez le droit de venir nous rejoindre à un moment donné, et pas seulement de considérer qu'on vous dérange. Bien. Mais c'est bien d'être dérangé, c'est le signe de la vie. Bien, oui, voilà, ça pourrait être une définition de la poésie aussi, simplement le dérangement. Ok. Je vais, sans plus attendre, laisser la parole à Steven Romer et à Karine Romer. J'essaie de diffracter la prononciation pour essayer de diffracter l'homonymie. Bonne écoute. Shigol. The goldfinch chatters beyond himself, ignites the dreary step of intervening time. With a bob and a dart he has come home to his hole in the laurel, to his nest-making business, at the heart of continuity where he flies, a flashback of red in the famished mind. Shigol. Le chardonneret jacasse. Au-delà de lui-même, il met le feu à la steppe aride. Du temps qui s'écoule. D'un bond tel une flèche, il est rentré chez lui, par son trou dans le laurier, pour confectionner son nid
au cœur de la continuité où il vole, un éclair rouge dans l'esprit affamé. To you, Anna. To you, Anna, the unfurled peony, and to your mother, the full bloom. In the half-light of morning at my bedside, as she might nurse the dying, to Bach's Prelude 3, Book 2. As in a painting called The Necklace, where all is in place and the eyes of love are watching over. To you, Anna, Waterdrop, Bach's Prelude 3, Book 2. À toi, Anna. À toi, Anna, la pivoine encore en bourgeon, et pour ta mère, la pleine floraison. Dans la demi-lumière du matin, à mon chevet, comme elle pourrait s'occuper d'un mourant, au troisième prélude, livre 2 de Bach. Comme dans cette peinture qu'on appelle le collier, où tout est à sa place et où des yeux aimants veillent. À toi, Anna, goutte d'eau, de Bach, le troisième prélude du livre 2. Lovely to see you all. Thank you for coming. Thank you, Guillaume. Thank you, the library. Thank you, Tour. I'm approaching the close of my career at Tour, and I have great gratitude to the place. I'm sorry to be here in this suddenly turned Printemps de Paris, slightly gelé. Yes, so this first section, Karine, thank you, Karine, as well, beautiful. It comes from the first part of the book, Le Fauteuil Jaune, as Guillaume said, published on my birthday last year. Les yeux mi-clos is the first part, with the epigraph from Valéry, un printemps si léger, je crois me survivre. And I feel that I was wandering around Paris yesterday in that sort of liesse of burgeoning spring. And some of the poems are like revisiting, almost a ghost revisiting past places, past loves, past phantoms. I even passed the Square Michel Foucault, and they've mangled I think it's the culture wars that have mangled the signpost Place Michel Foucault. I think I can put that on Facebook. Terrible. Anyway, the poem that follows is a Paris poem where I lived for many years, lived and loved and lost. And it's also, just for l'anecdote, the editor is also l'éditeur de ce livre, donc c'est un peu incestueux. Donc Karine va lire la rue du Cardinal Lemoine. S'abandonnant au farniente, un printemps moite de sueur surchauffée par des litres de café crème, la Sorbonne occupée par des étudiants en liesse qui font un sit-in, et les cars de CRS garés dans la rue Victor Cousin, c'est l'accalmie après l'amour. Dans un bar à sandwich libanais, 3 jeunes femmes parlent de Houellebecq. Nous grignotons notre sandwich sous le grand magnolia du Collège international de philosophie. Dernière livraison. L'éditeur reçoit ses auteurs au café Descartes et ma princesse Vandale gribouille un verre de Desnos. Il est plus facile de mourir que d'aimer. Que je trouve très discutable pour ma part. En lettres rouges, sur un mur crème, fraîchement repeint. Merci. Comme disait Karine, le propriétaire de ce mur va savoir maintenant. C'est grave. Oui, encore un peu. C'est vrai qu'on m'a appelé par le passé muse poet. C'est vrai qu'il est question parfois des amours, des antica fiamma.
mais on ne va pas trop insister aujourd'hui, sauf sur ce poème. Strasbourg, je vais commencer. Strasbourg. Trailing back, smitten through the small hours, I thought of Anna's bedhead languor unchanged these many years, her unreformed romanticism of the first wave, ein Überkunst, the all-in-one, the one-in-all. Strasbourg. Sur le chemin du retour, à nouveau sonné dans le petit matin, j'ai repensé à la chevelure défaite d'Anna et à sa langueur inchangée après toutes ces années, à son romantisme incorrigible de la première vague, ein Überkunst, le tout en un, l'un en le tout, jusqu'au déclin inévitable de la fin. Ces femmes drapées, la fée verte, les fumées, d'usines s'échappant de pipes à la Rimbaud, à son air délicieusement perdu en forme de cœur. Quel est donc mon destin? Puis, je me disais que les Allemands n'étaient pas très drôles, mais c'était avant mon installation en France. Les fantômes de l'Europe ont repris leurs aises. Dans un lamato psalmodié depuis le cercle polaire, et son bleu de Russie, aux yeux verts ambrés, qui me fixaient en vrombissant. Allez, debout. Elle m'a tendu un schnapps aux vertus définitives. Sur le chemin du retour, à la surface de l'île, j'ai vu, dans une paire de coups entrelacés, un emblème venu tout droit de Gutenberg, le symbole de l'infini qui se dilatait et se rétractait à mesure en hélice, pédalant sur place, deux signes assoupis. Alors, yes, we'll pass to just a few poems from the third, I think it's fourth part of the book. It's 6 parts, I think. Suite Ligérienne, of course. Where are we? There. It's been one of the great accompanying joys of all who work here, the great Loire. These are poems, strangely, that I wrote actually a year before the confinement. But I was similarly adrift one very hot summer, pretty much alone in my riverside, near Riverside house, east of here. But I also added, after the real confinement, one or two. So it's really an entire series on the Loire. So it's my sort of homage to where I've been for many years. Again, the epigraph, I've quite a lot of quotes in my work, which are very important. They're not just thrown in, they are calibrés, part of the tissage, du collage du sens. This is for Bonnefoy. Some of you will know I've had a lot to do with Bonnefoy in my life. Mon sacerdoce. Et c'est une citation de Bonnefoy, je ne vais pas le lire dans son accent. C'est là où l'imprévisible vient de nos projets, les déjoues, nous délivre de notre orgueil, nous replace dans l'indifférence de l'être, nous ouvre celle-ci comme un ultime secret. So this is the first of these. It's an important poem for me. It arrived, my poems arrive in spates or not at all, usually. This is the first of a new spate. And it was after quite a long drought. Slightly a nod to Philippe Jacotet as well, that naming the day and the time of the day. 7th July morning. After the effort, the discouragement, the years, you emerge one morning onto a plateau which is nothing other than this garden.
where a collared dove stands on the rim of the old stone basin and takes one sip. He is a hieroglyph of order, of felicity. Eternity is in love with him. You have wanted to create this place, and you have, if briefly, as of dawn this morning. For once, there is nowhere you would rather be. Le 7 juillet au matin, après l'effort, le découragement, les années, j'émerge un beau matin sur un plateau qui n'est autre que ce jardin où une colombe à collier se tient sur le bord du vieux bassin de pierre pour se désaltérer. Elle est un hiéroglyphe de l'ordre, de la félicité, et l'éternité s'en était prise. Tu as voulu créer cela et tu y es parvenu, fût-ce brièvement ce matin. Pour une fois, il n'y a aucun ailleurs où tu préférerais être. So Karine is going to read 3 further poems from this suite, which pretty much develop this. I once said, just after this, I had to give a creative writing school in Oxford, and I said, how can I possibly turn myself into the curator of my own chaos? This is something I say in my book, because this was fairly chaotic, very, very savage time for me. So voilà. À l'isolement. Ces matins-là, je souhaiterais qu'ils se prolongent dans leurs parois de miel pour toujours, et en avant d'eux comme en arrière, une vague crainte. C'est pourquoi je recueille les petits réconforts, la ronde des messages, les légers pianotages de ceux qui, comme moi, sont à l'isolement. Et je m'abreuve de boissons fortifiantes et regarde les oiseaux picorer et sautiller sur la pelouse. La magnificence et la suffisance employées à d'autres fins que les nôtres. Même le chat me reconnaît à peine par cette chaleur. Il s'est réfugié dans la fraîcheur des bois où je l'accueille, avec mon pénible besoin d'affection et le bol d'eau du mendiant. Hangetsu, Ashio. Cela qui ôtera la vie, cela qui ôtera d'un coup la vie, au verdier, avant de mettre au rebut ce fragment exquis de la création, peut également faire mouvoir le gouffre bronze et écarlate qui s'ouvre à l'ouest avec la douce fraîcheur du jardin où j'ai tondu et arrosé les pelouses jusqu'à cette heure tardive, quand s'est levée la demi-lune blanche, jointe à son ombre, et nous sommes restés figés un instant sous la lumière des étoiles. Impénitent, pardon. N'importe quoi, pardon. Excusez-moi. Je descends jusqu'à cette grande vacance du fleuve qui coule bas mais imperturbable, force qui poursuit inlassablement ses fins. Chaque fois le courant me porte, plus loin de mon baluchon sur la rive, et me parviennent de plus en plus des nouvelles d'amis malades, d'incendies indomptables, de tsunamis de famine, d'un viaduc qui s'effondre en déversant sa charge. Le fleuve m'emporte parfois assez loin, et je me laisserai bien aller avec le courant, mais toujours je l'affronte et oblique vers la rive. L'impénitent bien-être après une baignade, de se chauffer au soleil avant de fouler les rayons du chaume
jusqu'à la voiture. Ok, juste les derniers 4 poèmes de cette première partie. Ce sont des poèmes personnels, dans le sens où la famille joue, les poèmes de deuil pour ma maman et d'autres. C'est-à-dire, pour moi, la poésie est aussi, il s'agit des moments de la vie d'un homme et d'une femme. Donc, on peut dire l'anecdote, mais pas l'anecdote, c'est la matière même de la poésie. C'est-à-dire peut-être parfois un malentendu en France entre l'anecdotique et... Pour moi, l'anecdotique est absolument centrale, dans le sens où ça fait partie des moments vécus d'un homme. Donc, lares familiares, donc c'est les penates, c'est les dieux du foyer. This one is just in English. On aime varier les plaisirs. Taking the edge off. 128. Trailing the bellows on a splinter of sparks, one early morning of popped snow, a low moon malingering in blue haggard light, and every cell recoiling in the hollow of the year on a concrete floor. It seems the whole technique of staving off the cold and loneliness and the rest is to find an angle on the thing, such as all is provisional or else providential, or there but for the grace of God go I. Whatever it takes to trick the mind of a resourceful animal training the bellows on a splinter of sparks, it can blaze into irrational happiness, or at least it can take the edge off. Alors, oui, Karine va lire 2 poèmes qui étaient écrits après la mort de ma mère en 2010. En fait. Donc c'est le deuil, pour ceux qui savent, c'est un ongoing business. Et voilà, ce sont des poèmes écrits un peu après cette perte. Ce savoir. Les jardins, dépouillés de nos mères, respirent doucement sous le ciel gris du matin, et sa tristesse. Il déborde placide les bornes de l'ancien courtil. Un frêne déploie ses rameaux et un lilas, plus foncé que d'habitude, d'une lueur timide mais défiante, en retrait, telle une jeune Corée surprise près de l'étang, redevient secret. Et moi, déchirée alors par ma propre survie, maintenue à flot par ta joie et ton souci, et l'étang toujours dans ce sursis, si vite aboli. Et ce savoir soudain que nous ne sommes que des formes de matière, cette arête dangereuse, et combien nous sommes défaits, et combien ce savoir aussi s'épuisera. Les pommes, te sentir coupable de tout ce que nous aurions dû faire et n'avions pas fait. C'était ton péché mignon. Les pommes même étaient devenues une corvée. Avec retard, donc, ce mot n'est pas d'inquiétude si elles n'ont pas été ramassées. Maintenant, dans les froidures, un bec orange met au jour, dans la neige, des taches rouges de chérubin. Tu as dressé un festin pour ceux qui ont faim.
Thank you. Lovely. Merci. Donc the last is, don't panic, slightly longer. Sort of exciting. I've never read this. I've always thought this might go à deux voix. It's a series of shorter poems, Collects for Lent, Petite prière pour le carême. Again, my mother is the figure there. She was religious, devout, and in her notebooks, my sister's here, in her notebooks we found a lot of religious reference to the Gospels, and especially to Lenten. Lent is always a special time for me, and it's very deep, goes deep, whether one is croyant or not, these things. So these are just some poems that arrived. They've also been set to music. So I'd like to think there's a musical stretto about them. So we're going to try and... Donc on va lire Collects for Lent à deux voix. Voilà. Collects for Lent. Rise from the narrow couch and descend barefoot on the stone floor to Lenten fare, the daily reading, picked up, laid down, meditation, words like discipline and rebirth, the bitter changes, the sloughing off, a fresh encounter with solitude, old friend. Quitte ta couche étroite et descends pieds nus sur le sol de pierre. Pour le carême, la lecture du jour, reprise, abandonnée, la méditation. Les mots comme discipline et renaissance, les mules amères. Changer de peau. Une nouvelle rencontre avec la solitude, cette vieille amie. Une mésange commotionnée dans la main gantée. Pas d'apitoiement sur toi-même. Ceux qui sont dehors et survivent, ceux qui sont dehors. La mesure de notre impureté, notre complaisance, notre paresse. Le granit noir de la Manche, intérim entre deux mondes, en bateau, là-bas aussi, j'ai promis. Là où les goélands, argentés, traversaient, mais sans fléchir, eux, au-dessus des eaux ridées. Sealed in, the red sallows burnish the sand and the snow. Hackles of ice raised on her back, sluggish Loire charrie son troupeau. But even here, in the sallows underwater, there is warmth, gold block, terracotta, her hand in mine, the current running, purity of life, henceforth and hereafter. Scellés ici, les saules, rehaussent de rouge le sable et la neige, des pics de glace, hérissés sur son dos. La Loire engourdie charrie son troupeau. Mais même ici, dans les saules sous l'eau, il y a de la chaleur, des pépites d'or, la terracotta. Sa main dans la mienne, le courant qui passe, une vie pure, désormais et à jamais. Fureur contre l'informe. Il me faut à nouveau souhaiter un cœur aussi constant que l'ânement de ce bateau, et fort. Pour chaque nouvelle rechute de la mer, ce besoin en moi étant sans but défini et nécessaire. Le ciel étoilé au-dessus de moi, la loi morale. Eternity is the sea with the sun gone away, leaving the world slate grey on this deep evening when loneliness is formidable and the effort is to fork myself out with a hell fork from warmth, from forgetfulness, to stand on deck in the crosswinds, to plight my truth, to make amends. L'éternité, c'est la mer allée avec le soleil, laissant derrière elle un monde gris ardoise. Par ce soir profond, où l'essolement est redoutable et l'effort consiste à me pousser dehors avec la fourche du diable
loin de la chaleur et de l'oubli, debout sur le pont, dans les vents contraires, jurer fidélité, faire amende honorable. Fais taire les voix, elles reviennent. Brise les images, elles reviennent. Mais dans le silence et l'espace vide, des intimations traversent le gel, des souvenirs d'intention, des soubresauts d'honnêteté. Ils étaient entièrement recouverts, ils hivernaient. Plus visible en hiver, la ténacité des passereaux, le cher rouge-gorge réjouissent encore. Des phrases écrites par d'autres gisent à terre éparpillées. La purification de l'intention, inévitable endurance. La lumière est jaune, sur le mur brut et tendre, le voile de brume bleue. Prends bien soin d'elle, ô rose de janvier. So, Ok, merci beaucoup. Difficile d'enchaîner, comme on dit. Donc, je ne vais même pas chercher à enchaîner. Donc merci beaucoup à tous les deux, bien sûr. On aura le plaisir de vous entendre à deux voix encore tout à l'heure. Donc on va avoir un petit temps de conversation. Et pour que ça soit entièrement transparent, Steven m'avait suggéré 2 ou 3 questions, et évidemment je vais lui en poser d'autres, évidemment. Mais enfin, on peut à un moment donné aussi... tu fais ce que tu veux. Oui, voilà, maintenant c'est comme ça, hein, c'est moi, c'est comme ça. Tu sais que c'est toujours risqué. Bien, c'est ce qu'on aime, ouais, on aime le risque. Bien, on aime le dérangement et on aime le risque. Bien, je vais essayer de rester sérieux quand même. Sur, notamment d'ailleurs sur la dernière séquence autour du carême, on a bien entendu qu'il y a effectivement une sorte, tu as dit toi-même le mot de collage, un maillage, si on pourrait dire, entre un certain nombre de références identifiables, moins identifiables, dans lesquelles les langues, notamment l'anglais et le français, ne cessent de se répondre, hein, entre Rimbaud notamment, comme on a bien entendu, hein. Et puis il y a Kant aussi, mais Kant qui du coup est qui est traduit à 2 reprises. Donc il y a ce maillage, et là c'était relativement, on va dire, évident, avec beaucoup de guillemets quand même, mais moi j'ai vraiment l'impression, et ça fait quand même un petit moment que je te lis aussi, j'ai l'impression dans ce recueil que l'on trouve, et ça s'est entendu aussi dans d'autres lectures avant, le poème qui commence par After the Effort, Discouragement par exemple, c'est vrai qu'on se dit que la langue française t'a habité de plus en plus, au fur et à mesure que tu as habité le lieu où elle se parle et où elle se prolonge. Et donc, quand on lit, encore plus quand on entend en anglais After the Effort, on se dit finalement c'est après l'effort le réconfort. Enfin, alors est-ce qu'il n'y a pas une hantise ou une habitation de plus en plus importante du français? Est-ce que même à un moment donné tu t'es pas retrouvé à écrire en étant sans arrêt habité par ces échos? C'est vrai que quand on te connaît, quand on parle avec toi, on l'a vu tout à l'heure, tu parles en anglais, il y a des morceaux de français au milieu, on l'a entendu dans un des autres extraits, hein, où il y avait Péché mignon en français dans le poème anglais. Ouais. Voilà. Donc est-ce que tu sens que finalement ça s'est de plus en plus nourri de français finalement? C'est peut-être une faute. C'est pas en ce sens-là que je Non, l'entendais. non. Allez, on va prendre. On nous a fourni des beaux micros, donc Ah on oui, va, oui, voilà. bien sûr. Voilà, on va. C'est idéal, il est branché. Merci Guillaume. Oui, c'est bon. Oui, c'est une grande question ça. I was thinking of there's a poem called Getting Educated at MoMA, and I talk about je pense une sac quelconque in a painting by Matisse.
And even the words, the rhythm, un sac quelconque, a bag anyhow. I'm trying to. You won't read the poem, but it's simply part of who I am. That the French phrase seems appropriate rhythmically, not just because it's Matisse. It also seems appropriate that it should be un sac quelconque anywhere on the table anyhow. I think there are several levels of answer, Guillaume, to that. There are the citations like Une seconde fois perdue by Nerval, or Éternité c'est la mer et l'évêque soleil, which are rather in the, I can't help it, I'm a product of high modernism in the Anglo-Saxon sense, which is full of allusion, Eliot Pound, Yeats. Unlike, and I always make this, and if you read my preface, I make the distinction with Reverdy, who's a poet I adore, but Reverdy prescribes réminiscence livresque. It's very interesting. Reverdy's poems are all purified of literary echo. The end of the wasteland is nothing but literary echo, so you've got a very interesting difference. But the point about Une seconde fois perdue, Une seconde fois perdue is not a second time lost. It's not the same. Une seconde fois perdue is a whole Nervalian context of loss and grief. And I couldn't translate it. So that's how deep it goes. All right? It's calibrated in that literary sense. Yeah. Péché mignon. That's a phrase I just love. It's again, these things. How could you say péché mignon in English? You can't. Sometimes you simply can't say them otherwise. So yes, it is a bonus. It might be a bonus for my translators. That's to do. I don't think it is, in fact. I think it reinforces the complexity of the language and of the allusions and of the web of allusions. Yes. So that in most cases, I've been looking at that very closely. And in most cases, either of course they retranscribe, or sometimes they are really at a loss. If we think, because I had the time just to look for the exact quotation from Getting Educated at MoMA, if I may just quote a snippet from that, it's just the beginning, because I can't really cut that, just the first stanza. You educate my gaze in front of Matisse's little rose table that tilts unpromisingly and has an appealing object, some kind of bag, un sac quelconque awkward on its surface, that is discomfiting and salutary. Et de manière très forte, le awkward, il est sur le même vers qu'un sac quelconque. Je ne vais pas faire de l'analyse littéraire, hein, ne partez pas tout de suite. Un sac quelconque awkward, évidemment, quelconque awkward, c'est extrêmement travaillé à ce niveau-là, et ça a complètement paniqué des traducteurs, de toute évidence, hein, parce que de prime abord, un objet de prime abord peu séduisant, elle est magnifique, hein, la traduction, je ne suis pas en train de dire ça, on l'a bien entendu d'ailleurs qu'elle est magnifique. Hein. Un objet de prime abord peu séduisant, un sac quelconque, tout cela est déconcertant et salutaire à la fois. Et donc c'est vrai que le awkward, il a été retraduit à un autre moment, à un autre niveau. Mais la richesse aussi de sonorité qu'apporte le maillage de plusieurs langues, il est très complexe aussi. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit... It's certainly a bonus for the work and for the text itself and for the readers. Not necessarily easier for the translators. I think you're probably right. In fact, Gilles Ortlieb, one of my translators, notes almost with, I can't help feeling a slight ressentiment, all the allusions. And he said they were like jetons in the reading I gave in Paris, which slightly took me aback. It's not that I don't just put them in a machine mechanically. He said, ça c'est une malentendu. I can organize a duel if you want. A duel with my translators. Possibly it would be the first case of a writer and translator, fighting for it. Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire. Puisqu'on parlait d'allusion, attention, je pose une question qu'il m'a demandé de poser. Puisqu'on parlait d'allusion, la question on l'a bien entendu, hein,
du dialogue entre les arts aussi est très importante, c'est-à-dire pas seulement avec d'autres grandes voix, d'autres grands textes, avec la musique, on l'a entendu, hein, les références à Bach notamment, on pourrait en citer d'autres, mais je me réfère à ce que nous avons tous entendu déjà. À la peinture, la couverture qui a été reprise sur l'affiche de la rencontre et dont la peintre se trouve parmi nous, et qui n'est autre que ta sœur, voilà, you're pointing, I'm not. Mais, oui, tout à fait, bien sûr. Et, donc c'est qui bien sûr dialogue avec le titre du recueil. Donc tout ça, c'est une circulation assez complexe aussi. Puisque le thème du Printemps des poètes, c'est l'éphémère, comment est-ce que tu parlais tout à l'heure de l'anecdotique, comment est-ce que pour toi justement la musique, là, parce que la peinture et la musique, on sent en commun de cristalliser des moments aussi, c'est-à-dire d'inscrire un instant très précis qui peut résonner ensuite dans une vie entière. Et c'est ce qu'on entend aussi dans les poèmes élégiaques, notamment pour ta mère. C'est pas vraiment une question. Oui, c'est une constatation, c'est vrai. Oui, dans les poèmes pommes, par exemple, ça c'est mystérieux, les rouages de la poésie. Je me souviens, même le dernier été, elle s'inquiétait pour qui va cueillir les pommes. C'était toujours une corvée. Et puis évidemment, elles n'ont pas été recueillies cette année. Et donc, c'est par hasard que je voyais, en fait, c'est des merles, je crois, avec les becs jaunes, becs orangés, qui ont découvert ces pommes et qui ont mangé. Donc, voilà, voilà, j'ai un esprit qui relie ces deux choses, et voilà. Donc, c'est un moment éphémère, en effet. Beaucoup de moments dans la Loire. Il y avait, vous vous souvenez de la Loire sous le gel en 2012, je crois, absolument. Mais c'est ça, la Loire était arctique. Donc c'est éphémère aussi. Donc ça a duré plusieurs jours. Mais voilà, chaque fois que avec Karine a relu ça, je revois ces merveilleuses journées. Voilà, qui sont, comme vous dites, littéralement cristallisées en neige. Sur la Loire. Oui, l'anecdotique, c'est ça. Il y a un poème qui s'appelle Not Yet, je crois. Je n'ai pas lu, mais c'est après la mort de quelqu'un d'autre. Mais j'ai juste recueilli un peu de poussière sur mon doigt du table de cette femme. Et ça, c'est de l'éphémère absolu. Et puis il y a toutes ces lettres, les albums, mais je diffère le moment où je dois relire le passé. Donc l'éphémère, en fait, reste cette petite poussière, parce que quand elle était vivante, elle n'aurait jamais eu de la poussière. Voilà, ça c'est l'éphémère. Merci. On peut parler un peu de peinture, peut-être. Oui. Non. Donc, juste pour expliquer la belle couverture, c'est de Caroline, j'ai l'original, j'ai la chance d'avoir cette table. Et en fait, c'est pour ça que ça va profond, c'est l'atelier de ma mère, comme elle était laissée après sa mort, et c'était absolument dans cet état-là. Le fauteuil jaune que moi j'ai maintenant à Oxford, il faut le recouvrer, mais ça coûte une fortune. J'utilise la table toujours. J'ai gardé la table. Ah, très bien. Pour la palette. Donc il y a des continuités. Mais aussi, voilà, je pense qu'il y a une... Par le Matisse aussi, hein, parce que tu citais le sac quelconque. Hein. Voilà, c'est aussi la forgue. Voilà. Ça, that's how my mind works. I saw a fauteuil jaune et la forgue. La forgue, c'est quelqu'un que j'adore. Et la forgue, il y a toute une histoire avec le modernisme. Donc je ne pouvais pas ne pas mettre en exergue cette belle citation de la forgue, qui écrit à son mécène Charles Frussy, qui est un grand mécène, et aussi il écrivait sur les impressionnistes.
Et Lafort, qui était employé par lui comme petit secrétaire, il lui, dans une lettre à son maître, « Chaque ligne de votre beau livre me rappellerait tant de beaux souvenirs, surtout les heures passées à travailler seul dans votre chambre, où éclatait la note d'un fauteuil jaune. » Et les impressionnistes, parce qu'il avait, voilà, vous avez toute l'intimité, les impressionnistes au mur, voilà, et ça introduit la section sur les intimistes, notamment Bonnard, Vuillard et d'autres. La couleur, et là aussi ça vient de Bonnefoy, l'idée de la notion de couleur comme espace non conceptuel, libre. Et je prends vraiment refuge dans la couleur, je crois, que, surtout dans ce monde où tout est trop récupéré. Il reste la couleur. Et j'ai un très joli petit livre japonais qui est en encyclopédie juste de couleurs. Vous savez, on le trouve dans les beaux-arts. Et ça met ensemble toutes les possibles matchings of colors. Pour moi, c'est une Bible. Un peu comme la peinture de Albers, peut-être, non de Joseph Albers, non les toiles avec les... Oui. Sauf qu'il travaille sur des contrastes très difficiles à l'œil, oui. En fait, qui ne sont, pas forcément harmonieux. Oui. Là, c'est plutôt vers l'harmonie. Voilà. On sent que tes influences picturales sont plutôt vers l'harmonie. Oui. Mais donc Getting Educated in Moment. C'est moins harmonieux. Ok, on peut prendre un temps, voilà, quand même de questions from the floor. Non, toi, t'as pas de nom, pardon. Tu veux un micro ou Non, je pense que ça va aller. Je m'interrogeais sur, tout à l'heure, tu as dit quelque chose sur l'anecdotique et qui avait à voir avec la différence entre la France et l'Angleterre, je suppose. Et j'aurais bien aimé que tu en dises un peu plus, en fait, sur pourquoi tu disais qu'on ne comprend pas l'anecdotique en France. Non, je n'ai pas dit ça, mais il y a certains poètes français, notamment. Il y a une idée qui date de Mallarmé, très vieille, une vieille querelle sur l'idée que la poésie, il faut une langue pure, il faut une langue purifiée, qui serait une espèce d'hermétisme. On le retrouve surtout, je crois, dans les poètes textuels français, de tel quel, André Duboucher, Soretin. Même Bonnefoy lui-même, si j'ose le dire au début, il y a c'est un symbole, c'est-à-dire la chose et la référente et le signe, on sent, et c'est délibéré, on sent la disparité. Ça part dans une nuage néo-platonicien, d'hermétisme. Jusqu'au point où Michel de Guy, le regretté Michel de Guy, a décrit un poème de John Montagu en disant « ça ce n'est que l'anecdotique ». Il racontait quelque chose qui se passait dans un village irlandais. Mais ça n'a pas son lieu dans un poème, vous voyez. Et là il y a toujours quelques poètes français, mais critiques, mais quelques critiques, j'ai eu des très belles critiques. Mais c'est tant qu'on peut trouver un sachet de Lipton's Tea dans le même poème que Spinoza. Mais ça, c'est tout l'anecdotique. C'est-à-dire, c'est pas juste l'anecdote. Il y a des niveaux de sens. Et ça vient de Eliot, ça vient de that wonderful quote of Eliot. When a poet's mind is equipped for its work, it combines the smell of cooking, the sound of the typewriter, being in love, reading Spinoza, and all that forms the poem. It's not just, I suppose my point is it's not Reverdy. I can't do a Reverdy. I can't just be la rue, la lampe, le rideau, le vent, la lampe, le rideau. C'est magnifique, mais non. Donc c'est ni Reverdy ni de Guy, les deux en même temps, en fait. Ni l'un ni l'autre. Voilà. Parce que la question, c'est qu'en fait, dans la poésie française dont on parle, il y a l'idée qu'il n'y a pas d'anecdotique, parce qu'en fait, aucun objet, aucune référence ne doit se référer à une situation
quotidienne, vécue, identifiable. Voilà, Il c'est faut ça. que ça soit... C'est toi qui l'as dit. c'est ça. Non, mais après, C'est très c'est bien. ce que je... Non, mais c'est et juste donc, une certaine... et donc oui. soit abstrait, non pas, Oui. non pas au sens d'une abstraction figée, mais ça doit être abstrait de son contenu réel. Mais tu Alors me que donnes- dans ta oui. poétique, le contenu réel, l'origine, l'éphémère, l'anecdote fait partie, Bien fait sûr. partie de la, Bien sûr, c'est de la diction, de la matière. de la matière et de la diction. La matière. Il y a un truc linguistique quand même là. Mhm. Il y a aussi quelque chose à voir avec la langue anglaise et la langue française. Bien sûr. Non, parce que je viens de lire à Serre dans le Sud, et un monsieur, j'aime beaucoup, mais il a dit, vous n'avez pas suffisamment parlé de l'utile, de l'écriture même. J'ai dit, non, j'ai évité de faire ça. Parce que si on reste toujours au signe, et tu parles de la parole trop souvent dans une parole, on n'avance pas pour moi. Le risque, c'est de retourner continuellement à liminalement ou liminal aux marges. Ça, c'est peut-être un choix. Mais les poèmes que j'aime de Gilles Ortlieb sont très concrets. C'est plein de détails concrets. Ce n'est que ça. Donc il y a vraiment une bifurcation qui existe toujours, notamment en France. C'est pas une critique, ça me fascine. Et c'est d'ailleurs extrêmement intéressant que tu sois traduit notamment par Gilles Ortlieb. Oui. C'est intéressant au sens où ça crée quand même un horizon de Oui. communauté. Le problème avec Gilles, je l'adore, c'est entre nous, mais il a vraiment un esprit, ce que j'appelle un esprit métonymique, c'est-à-dire il n'aime pas les ellipses. Et parfois, il veut, par exemple, les signes suffisent. Dans le poème Strasbourg, je ne parle pas de signes dans l'anglais. Pour moi, c'était évident que c'était... Non, c'est pas évident, ça doit être de Clodo sur la rive. Mais non, je ne sais pas si c'est évident ou pas. Je relirai. You're not the one asking questions. I mean, I've seen you trying to turn the tables. Vas-y. Mais sorry. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, j'aurais éventuellement une petite réaction, mais je préfère que les questions viennent des... Steve, tu as insisté sur l'importance pour toi des épigraphes. Donc, il y en a plusieurs dans ce recueil. Je te cite Philip Larkin. Oh non. Tout ce qui concerne le commerce entre hommes et femmes m'irrite au plus haut point. Ce ne sont que foutaises. Tu es d'accord avec ça? You have to read it in English. All right, I'll read it in English. Everything about the relationship between men and women makes me angry. It's all an effing balls up. Well, balls up, yeah. I mean, foutaise. Anyway, Is that a good translation? it is a good translation because it plays on the two senses, on the sexual sense as well. Like foutaise can mean foudre in terms of having sex. So. Certainly there's a lot about that balls up in my work. Et c'est pas en train de s'arranger non plus. And the full quotation, if I may add, is Yes. it might have been organized by the army or the Ministry of Food. So, does Larkin agree with what he says? I mean, it's... It was just after the war, Yeah. and it was all During the war, in fact. Yes. During the war. Now, I imagine your view of the subject is a little more nuanced. Yes. But it was also in Larkin, those wonderful poems in Larkin about wrangling for a ring and then trying to get the ring back, and sweating in the dark and being frightened of what the priest might think. It's also, he's imagining a world pre-1960s, or the 50s, where these things were really, there was a lot of non-dit, on sait, the Victorianisme. So yeah, that's classic Larkin, the Ministry of Food, absolutely. Yeah. Oui. I think it has to do with the representation of relationships in poetry or literature. That's what makes him angry. It's not the actual relationships. That's why he calls them relationship, and and he transforms the word. It's a matter of representations. J'avais éventuellement une autre question par rapport à une autre épigraphe en l'occurrence, et pour rester sur cette idée
T.S. Eliot, le collage, l'allusion. On est dans le centenaire d'Ulysses, on peut difficilement y échapper. Et c'est intéressant de ce point de vue-là que tu aies parlé de T.S. Eliot. Alors Joyce n'était pas principalement un poète, c'était quand même un très grand poète. Est-ce que, parce que je réagis par rapport à ta réponse concernant le textuel, etc., parce que Joyce, il est quand même beaucoup récupéré, ou beaucoup claimed, je ne sais pas comment le dire, revendiqué par les autoréférentialistes, les postmodernes, alors qu'en fait, Ulysses, c'est aussi un énorme catalogue de plein de petites anecdotes, de plein de faits historiques et de plein de petites notations très précises sur tel panneau publicitaire à tel endroit dans le Dublin de juin de 1904. Donc, je pense à ça parce qu'il y a une épigraphe de Svevo, qui est donc donnée 2 fois en traduction, une fois en traduction française, une fois en traduction anglaise. Enfin, je m'emmène les pinceaux, mais c'est pas grave. Svevo qui était un ami de Joyce aussi. Et donc c'était pour savoir un petit peu, pour toi, Svevo, pourquoi Svevo à ce moment-là, je peux citer peut-être, ça te laissera le temps de réfléchir. Ou de me dire que tu ne veux pas répondre, ce qui est bien sûr une possibilité. C'est très lié à le poème. Oui, alors il faut juste que je le retrouve. On n'a pas lu le poème. Le type qui a très bien préparé sa rencontre. Alors, Non, Senex. Je l'avais tout à l'heure et j'ai perdu la page. Non, Senex. Je suis en train de chercher trop The first one we find. Voilà, je l'ai. It's earlier than that. Yeah, he would Senex. He could not get rid of the tendency to reconstruct the ange who was daily broken into fragments. Il ne pouvait se défaire de sa tendance à reconstruire l'ange qui chaque jour se brisait en morceaux. Mais c'est vrai que c'est en épigraphe d'un poème que vous n'avez pas lu. C'était peut-être pas une très bonne question de ce point de vue-là aussi. Non, mais c'est très profond cette citation pour moi. C'est toute, malheureusement, pour certains muse poètes, une image, en l'occurrence féminine, peut-être le contraire, c'est une image qui est brisée et qui se reconstruit tout le temps. C'est-à-dire, ça c'est la projection, toute la névrose proustienne de la projection maintenant. Svevo, j'aime beaucoup le livre dont parfois je suis une pie, je dis ça je peux, ça sans vraiment pas être un hommage à Svevo. Et c'est utile. Parfois on est très saccageux, on est très pilleux les poètes. Style, ça je veux ça. Ça brille. C'est amusant, tu as dit une pille et je pille. Celle-là, tu n'aurais pas pu la faire en anglais. C'est ça. With Joyce, what I think the texture's love is his wordplay, notamment in Finnegan's Wake. Bien sûr, chacun trouve son pied avec Joyce, si j'ose le dire. Just out of you pun piller and pied, but anyway, I will stop pointing out your French jokes. This is to say, as an echo to my first question. But anyway, any other d'autres questions? Yeah, Peter. I mean, thinking about language, you cited Yeats there. Stephen and I have often laughed at does a man's imagination well more than a woman's love or loss. And I'm thinking here about the way in which your poetry, I might say thank you very much for this. I've loved reading these again. The way in which loss figures in your poetry. The Finch is dead, Mar's dead, the Loire is down. Even the title of one poem, Morning could well be Morning. And the way in which all of that, in fact, that absence, that bonsoir, creates a presence, creates the plenitude that is the language, that makes the language, or the thickening of language in the citations. I'm not quite sure what my question is, but it's about that paradox and tension within absence and then this ephemeral presence. Well, that's a lovely, thank you Peter, that's a lovely, I think it's a quote by Montale, toute proportion gardée, he's another muse, very much greater.
He talks about absence itself becomes a metaphysics. Absence becomes itself a subject. There's a wonderful poem by J.D. Cunningham talking about the absence of a woman. Your absence is more my own than is the thought of death. And yet there are poems, notably in the third book, Tribute, that are evocations of the lost woman, so much so that it becomes a metaphysics of, I mean, the grief of loss is that you can it becomes so baroque, you resurrect the person to such an extent that the loss is no longer felt as such. But it's very perverse. Yeah. And language, you're right, language then rises to the occasion, yes, of course. That's if you're lucky. Yes, if it works. I mean, Valéry, to quote the great Valéry again, he says, d'abord la crise, ensuite vient l'analyse. And that's always the cycle. Il faut déjà subir la crise. It's kind of hesitation, isn't it? When the other leaves or none or few. It's that. Let's have a look at Shakespeare. Great. On continue. La lecture. Je crains pour l'heure, c'est tout. On va peut-être passer à la deuxième série de lectures. Voilà. I hope it's not too long. On va écourter. It's called Was ist Geist, Geist ist. That's a quote from Eliot. He used to see a professor in Freiburg, I think, who knew what spirit was. What is Geist? Geist ist. He knew, sort of Hegelian Geist. Lost in the night of the sentimental abstract, another grand old man bows out. La poésie? Eh bien, la poésie. And the loop starts up. He imagined a circle, but non-ascending, somewhere in the upper purgatory, where poet-philosophers murmur their certainties together until the black wind envelops them and drives them forward and backward, as the paradox of abstraction rolls from their mouth. Présence et absence, image et finitude, and the capital offence for which eternal circledom, alas, le rêve. This is my exasperation precisely with too much instruction. What is le rêve? So that was Amira. This is, like, these are my phares, okay, forgive me, but these I have to have a poem for Nerval. Again, a great despairing muse poet. In Les Filles du Feu, who keep disappearing. How can I not love Nerval? Chimère. Une seconde fois perdue. Nerval. Chimère, fille du feu, en voici une autre devant moi. Corsage vert, belle nuit, croche à cheveux en trompe-l'œil, sur le chignon à l'image d'un domaine perdu. C'est l'une de tes créatures, toi, mon prochain, mon épouvantail, au front russe marqué du sceau de la guine, portée au nu aussitôt qu'aperçue. Elle te jetterait sur les sentiers, en quête de ton double orphelin, le prince et la princesse du chagrin. Perdu, retrouvé, puis à nouveau perdu. Cela aura-t-il jamais une fin? Tu regardais ailleurs, distrait par une fée des bois, et tu as laissé passer ta chance. Elle a épousé le boulanger, mais voici que le fabuleux chignon quitte la boutique. J'en fais don à ton adoration légendaire. Regard rivé au sol, la tête basse, je ne m'écarte guère de ma sente. Et si c'était elle et nulle autre, j'en suis resté muet. Et ainsi de suite, encore et encore, jusqu'au bout de la corde. You'll remember how poor Nerval died. Au bout de la corde. Peter, yes, women lost or not. You have your answer.
I'm going to pass quickly to Atelier, which is I think, a crucial part of this book. It has been mentioned, I've been brought up by women painters, grandmother, mother. I have a wonderful sister painter. My former wife is a painter. I have lived in this wonderful atmosphere of turpentine, and I feel happy when I smell turpentine and oil paint. So this is actually a poem for Caroline in Atelier. There is a suite of poems dedicated to painters, and this is very recent, Passage du Peintre. The walk, the bathe, the balade à vélo, the wide river and a strip of cardboard was your arte povera. And early rising, to see thick smoke from burning hay, save the year's vintage, frost in May. Your gouache of the blue and white Moroccan jug, foaming lilac against brickwork, does gather the fourfold into one. For some time, the house held the note after you had gone. Passage du peintre, la marche, la baignade, la balade à vélo, la large rivière et un bout de carton brut. C'était cela ton arte povera. Il est levé à l'aube pour voir l'épaisse fumée du foin qu'on brûle, afin de sauver le cru de la nuit, les gelées de mai. Ta gouache de la cruche, marocaine, bleue et blanche, écume de lilas sur fond de briques, recueille l'unité du quadruple. Pendant quelque temps encore, la maison a tenu la note après ton départ. Sur Bonnard, ce poème sur Bonnard. Pierre Bonnard, son journal, pour l'année 1938, rien. Rien de notable apparemment, durant cette année critique. Un temps changeant et Marthe nue, dans la baignoire, hors de la baignoire, entrant dans sa baignoire, sortant de sa baignoire. La Marthe élancée aux poses contournées. Marthe en train de se sécher, mouiller, sécher, mouiller, sécher, mouiller, mais en train de s'essuyer. Marthe en train de mourir et le temps. Pluie, couvert, pluie, pluie, couvert, beau, beau, beau. Noyé dans son par-dessus en chapeau, la moustache jaunie, la cigarette consumée jusqu'à son dernier bout, à défaut de chaleur, à défaut de confort, un oiseau ébouriffé posé dans un coin de la pièce, maintenant vide. La pièce du dimanche, un journal défraîchi jeté sur la table, le tout saisi dans une lumière glaciale. Je viens de décrire là ma terreur frigorifiée. Lui, pendant ce temps, se penche pour apporter quelques retouches matinales à son Amandine. As of course, the gorgeous final suite of Bonnard's Amandier. The point being how one projects into painting or into a photograph. I think Bonnard was not desolate, he was obsessed by painting. Saved him. Three last ones, short ones. We're back to Les Yeux Mi-Clos, slightly personal. These last three are dedicated really in general to our young men, who often have difficulties, who are sensitive, and we wish them well. So the first one is Le Mois de Mai, which is very much the Chateau Lauberbière, where I used to share a little house with people. Wonderful memories. And voilà, le temps. Saison du doux latin, des Saint-Clair, à leur écritoire. Peu de choses pour troubler la vie ici. Le style est monastique à l'oriental. Une lumière rose baigne le châtaignier.
un verre de Touraine frais. En discussion théologique serrée avec mon manichéen de fils, 6 ans, je plaide pour le purgatoire. Avant de sortir faire quelques pas dans le champ en fleurs, il me suit de loin, petit plantagenet, armé jusqu'aux dents. Elle s'ensuit avec Jeune homme. Again, personal poem, but I also had in mind the young Valier, who famously renounced poetry and went and lived in a cell in the Rue Gay-Lussac with nothing but a trunk, a skeleton, and a blackboard where he did his mathematics. Jeune homme, avec une table et une étagère, et l'anatomie de Gray s'apprêtant à empoigner le tronc du savoir, à mener une vie réflexive à l'aplomb de la cité inique dans ses 9 mètres carrés, s'émerveillant devant Spinoza ou bataillant tel un canif ouvert au milieu de la foule servile, tenu en laisse par l'implacable. Nous prêtons l'oreille à son discours, comme si nous caressions le museau d'un daim ramuré en quête d'un fruit à cueillir sur le pommier immémorial et si prompt à s'effaroucher. And finally, last poem, Heimkunft, which is it's Hölderlin, very special poet, the great romantic, Coleridge, Wordsworth, Hölderlin, who wanted to reunite with Greek gods. You go first. Heimkunft. Et puis un jour, le jeune maître s'en revient des ténèbres, et le chant de l'oiseau guide le marcheur, et le chat bâille et se pelotonne à nouveau dans l'euphorie de l'instant, la maison en baume, le feu de bois et le chèvrefeuille, ce qui déjà, en soi, n'est pas rien. Revenu du dogme, à nouveau chez lui parmi les hommes, il dépose musette, bâton de marcheur, chapeau, se dirige vers le piano d'un trait, s'assied tout droit et déchiffre 1, 2, 3 du clavier bien tempéré. Le Bildungsroman, le sien, est posé sur la table fermée. Mais laissons-le, laissons l'élévation se prolonger, car elle retombera un moment encore. Le dôme bleu étendu, les dieux sont proches, tout est possible. Oui, je vais lire l'anglais. Et puis, en fait, il y a un épigraphe en allemand, je ne vais pas lire, mais je vais lire la traduction française par le regretté, justement, Michel de Guy. Voilà une citation. Calme brille cependant les hauteurs argentées au-dessus, déjà plein de roses là-haut, la neige luit. The homecoming. And then, one day, the young master returns from a dark place, and birdsong leads the wanderer in, and the cat yawns and curls again in the headiness of this instant. The house is fragrant with wood smoke and honeysuckle, which is a kind of accomplishment. Returning from dogma home to the humane, he lays aside knapsack, alpenstock and hat, goes straight to the piano, sits bolt upright and picks out 1, 2, 3 of the Wohltemperierter. The Bildungsroman, his own, is unopened on the table, but let it be. Let the elevation last, for it must fall a moment longer.
The blue dome is tense. The gods are close. Everything is possible. Thank you. Bien, il me reste à remercier et le public et de nouveau l'ABU et puis évidemment, most importantly, le poète et sa lectrice, homonyme et admirable, que nous avons eu grand plaisir à entendre et à écouter. Voilà, je rappelle qu'il y a 2 exemplaires du livre, faudra pas se battre, 2 exemplaires du livre achetables immédiatement et dédicaçables, je suppose. C'est ça. Ah, oui. Voilà. Merci beaucoup à tous et toutes. Merci Guillaume.